Santé à présent 1994-2014, Arcade Sida aujourd'hui 20 ans. Une cérémonie porte ouverte a été organisée à cet effet par les membres de l'association pour évaluer le chemin parcouru par cette structure. Batraoré, reportage. Cette journée porte ouverte est l'occasion pour l'association Arcade Sida de faire le bilan des 20 ans d'activité. Un bilan jugé positif eu égard au nombre de séropositifs. Le premier acquis, c'est le fait qu'aujourd'hui nous sommes parvenus à autonomiser les personnes vivant avec le VIH, à leur donner leur leadership et qu'ils puissent parler à visage découvert. En 20 ans, nous avons amené la transformation sociale, surtout sur le plan santé. S'il n'y a pas d'équipe de soins, on ne peut pas traiter une maladie à propos. En 20 ans, nous avons vu que nous avons touché au tabou, au contexte socio-culturel par rapport à la lutte contre le stigma. Des témoignages de personnes séropositives ont prouvé avec éloquence l'effort d'Arcade Sida dans cette lutte. Un combat mené avec le soutien des autorités du pays, mais non sans difficulté comme l'insuffisance des financements. Aujourd'hui, le taux de prévalence du VIH-Sida est à la baisse, mais des efforts restent à faire dans la perspective de 0 nouveaux cas d'infection d'ici à 2015. Arcade s'est engagé que de 2015 à 2020, qu'il y ait une fenêtre. Cette fenêtre, c'est par rapport au dépistage, au traitement et au maintien des personnes traitées avec une charge virale indétectable. Et nous sommes en train de recenser, de recruter de nouveaux jeunes médecins, psychologues, conseillers et de faire de telle manière que les personnes vivant avec le VIH, les conseillers psychosociaux soient reconnus comme un statut à part, un nouveau corps de métier. Et ensuite, nous sommes en train d'organiser une véritable mobilisation de ressources internes et externes en termes de plaidoyer pour pouvoir vraiment aider le gouvernement. Les partenaires comme le PNUD ont saisi cette occasion pour réitérer leur soutien à Arcade Sida dans son accompagnement des personnes séropositives. Premier grand titre de cette édition, les personnes vivant avec le VIH-Sida sont très souvent victimes de stigmatisation. Cela se ressent sur leur lieu de travail, en milieu familial ou encore à l'école. Cette stigmatisation peut avoir des conséquences énormes sur la vie de ces personnes. Comment surmonter cette épreuve? Quelles sont les actions entreprises pour stopper cette stigmatisation? Suivons ce dossier de la rédaction signé Rachel Tessougué. La stigmatisation est une forme de préjugé qui a pour effet de discréditer des individus parce qu'ils sont perçus comme étant différents de soi ou de ce qui est généralement accepté. La stigmatisation est un fléau auquel la lutte contre le sida est confrontée. Ce phénomène qui vise les personnes vivant avec le VIH prend parfois des allures hystériques. Il a lieu partout, à tous les niveaux et en dehors de toute règle. Discrimination À l'école, les enfants ont été victimes de stigmatisation. Leurs camarades les rejetaient parce que leur mère a le sida. Et même dans notre quartier, les autres enfants refusaient de jouer avec les miens. Ma famille et moi, nous avons beaucoup souffert à cause de cela. J'ai vécu beaucoup de cas de stigmatisation. Les voisins nous fuyaient souvent. La plupart des gens n'aiment pas vivre dans la même cour avec des personnes vivant avec le VIH-Sida. C'était souvent très dur. La stigmatisation des personnes vivant avec le VIH a des conséquences énormes. Elles ont pour nom dépression, perte de l'estime de soi et désespoir chez ces personnes. Tout le monde sait que vous êtes affecté, on vous discrimine, on vous rejette. Vous avez tendance justement à vous recroqueviller également, à ne pas aller vers les autres. Bon, et ça vous amène à vous retrancher dans ce sentiment de reclusion. Donc vous n'allez pas au dispensaire pour prendre, au centre de traitement pour prendre vos médicaments, donc vous n'allez pas vous soigner. Et malheureusement, si vous ne vous soignez pas, vous ne pourrez pas guérir. Et si vous avez commencé le traitement, vous le coupez, ça va créer une certaine résistance chez vous, de sorte que les médicaments que vous avez commencé à prendre n'auront plus d'effet sur vous. Selon les spécialistes en la matière, le fait de cohabiter, de manger ou de travailler avec une personne vivant avec le VIH sont des gestes qui ne transmettent pas le sida. Nous avons 3 voies de transmission, notamment les relations sexuelles et après la transmission de la mère à l'enfant. La 3e voie de transmission, c'est les objets tranchants, c'est-à-dire le sang. Par rapport aux gestes qui ne transmettent pas le VIH-Sida, vous avez plein, c'est-à-dire les habitudes de tous les jours, c'est-à-dire manger dans la même tasse qu'une personne infectée du VIH, les accolades,
se promener avec la personne. Au Mali, le réseau des personnes vivant avec le VIH et le Haut Conseil national de lutte contre le sida sont en train de mener plusieurs actions dans le but de stopper la stigmatisation. Comment amener les gens à changer de comportement, c'est difficile à traiter. Et donc nous avons des campagnes de formation, des campagnes d'éducation, des campagnes de sensibilisation, des campagnes de communication pour que les gens aient un comportement rationnel vis-à-vis de ces personnes. Le repas communautaire est une activité qui se fait au niveau associatif. Autour de cette activité-là, il y a la réduction de la stigmatisation et la discrimination parce qu'on mangeait en même temps avec les médecins. Vous voyez, et donc quand les accompagnateurs venaient et qu'ils voyaient que le malade que nous sommes en train de stigmatiser dans sa chambre seul, en train de partager le repas avec d'autres personnes. La 4e semaine du mois de décembre, mois spécial de lutte contre le sida, sera consacrée à la lutte contre la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH. Le slogan de cette semaine est « La discrimination et la stigmatisation constituent un frein au dépistage. Bannissons les propos et les actes discriminatoires. » Un dossier donc de la rédaction du sida à l'Ebola, situation de la lutte contre la maladie à virus Ebola au Mali à la date du dimanche 21 décembre 2014. Au total, 7 cas confirmés dont 5 décès ont été enregistrés depuis le début de cette épidémie dans notre pays. Le suivi sur les 13 derniers contacts a été levé le mardi 16 décembre, la période d'observation étant terminée le 15 décembre 2014 à minuit. Il n'existe donc plus aucun cas malade à virus Ebola au Mali. Le gouvernement félicite les agents socio-sanitaires qui ont permis la guérison de 2 cas confirmés et l'ensemble de la population malienne qui s'est fortement mobilisée pour interrompre la chaîne de transmission de la maladie. Le gouvernement, en partenariat avec l'OMS, salue l'accompagnement de l'ensemble des partenaires qui ont fortement contribué à ce résultat. Le gouvernement rappelle à la population que notre pays demeure sous menace tant que cette maladie n'aura pas été éliminée dans les pays voisins. C'est pourquoi il appelle l'ensemble de la population, particulièrement celle de la zone frontalière de la Guinée, à rester mobilisée dans la lutte contre cette maladie en respectant les mesures de prévention édictées. Le gouvernement invite la population à continuer d'utiliser les numéros verts pour déclarer tout cas suspect ou demander des informations au numéro suivant 80 00 89 80 00 89 89 80 00 88 88 le 80 00 77 77. Sur un tout autre chapitre, en 4e région, le ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication a présidé le colloque sur le thème les enjeux et les perspectives de développement local. L'initiative s'inscrit dans le cadre de l'activité L'homme de l'année du groupe de presse Radio Sikoro et le journal ségovien. Compte rendu Kandesila. Les enjeux et les perspectives du développement local. Il s'agit à travers ce thème du groupe de presse Radio Sikoro et le journal ségovien d'évaluer le chemin parcouru de leur traditionnelle activité annuelle dénommée L'homme de l'année. L'événement consacre la personnalité physique ou morale qui, de par son œuvre, s'est distinguée au cours de l'année. Pour cette 20e édition, le choix s'est porté sur l'honorable Abdoul Jalil Aïdara de la Fondation Cheikh Mansour Aïdara. Nous remercions le bon Dieu, nous sommes très contents, nous remercions tous les Ségoviens, je suis très content. En 20 éditions, l'initiative va au-delà d'une simple cérémonie de reconnaissance. Homme de l'année représente à lui seul un projet ou un programme de développement de la région de Ségou. Ses effets et impacts positifs sur le développement régional et local sont fort appréciables sans négliger ceux ressentis par les différents récipiendaires. De son côté, le ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication a encouragé cette initiative qui doit être pérennisée pour le développement local. Il est un modèle pour l'ensemble des jeunes du Mali et dans ce sens-là, je pense qu'il peut susciter de nouvelles expériences et c'est là que le développement va venir. Parce que d'autres jeunes comme lui vont imiter ces initiatives et faire en sorte qu'à l'échelon local, on puisse développer notre pays. On note que plusieurs députés et personnalités ont honoré de leur présence à la cérémonie.
Le Mali a été élu jeudi 18 décembre 2014 au Conseil consultatif pour la mise en œuvre de la stratégie pour les sciences, la technologie et l'innovation dans les pays islamiques lors d'une réunion à Rabat. Cette élection est survenue après un consensus du Mali, de la Côte d'Ivoire et de l'Ouganda. C'est le ministre malien en charge de l'enseignement et de la recherche scientifique, Maître Muntagatal, qui a représenté notre pays à cette rencontre. Visite du ministre des Affaires religieuses et du culte à Caille. Au cours de son séjour, il a eu des rencontres avec les leaders religieux et les autorités administratives de Caille. Tcherno Amadou Oumar Diallo a salué l'entente entre les confessions religieuses de la cité des rails avant d'inviter ses interlocuteurs à s'impliquer dans la lutte contre la maladie à virus Ebola et dans la recherche de la paix. Le compte rendu de Mahamadou Alioubari. C'est au sortir de la prière du vendredi à la grande mosquée de Djombougou Marina que le ministre des Affaires religieuses et du culte a remis plus de 5400 livres du Saint-Coran à la communauté de cette localité. C'est là pour renforcer les capacités des musulmans dans la valorisation de l'islam. Cette religion a été toujours une religion qui a prôné l'amour, la fraternité, le pardon du vivant du prophète Mohammed, paix sur lui. Il a été un bon voisin, un bon entame avec tous ses voisins, toutes les autres religions. Et des sourates de notre livre saint, le Coran nous édifie là-dessus. Et c'est ce que j'ai dit aux populations. Tirez du Coran la quintessence qui fait que vous vous rendrez compte que l'islam est là pour l'homme. Auparavant, dans la ville de Caille, le ministre des Affaires religieuses et du culte avait exhorté les autorités traditionnelles et leaders religieux à s'impliquer aux côtés des plus hautes autorités dans la recherche de la paix, de la réconciliation. Aussi, il a salué l'entente entre les leaders religieux tout en les invitant à s'impliquer dans la prévention contre la maladie à virus Ebola. Le ministre a tenu à chaque étape à féliciter les religieux pour les bénédictions et autres soutiens aux autorités du pays. Une visite de courtoisie aux notabilités a mis fin à cette visite. Avec les communautés religieuses où imams et érudits sont en conclave, la Ligue malienne des imams et érudits pour la solidarité islamique l'Imama tient depuis ce matin au Centre international de conférence de Bamako son premier congrès ordinaire. Les représentations des rapports d'activité et financiers ainsi que le renouvellement du bureau national de cette association étaient à l'ordre du jour des travaux du congrès, compte rendu Daouda Sidiki Diarra. Plus d'une vingtaine d'années après sa création, la Ligue malienne des imams et érudits pour la solidarité islamique, l'Imama, tient pour la première fois son congrès ordinaire. Cette association religieuse a pour objectif de s'investir dans la diffusion des messages prophétiques, la défense des valeurs et des mœurs, ainsi que celle des institutions de l'islam. Le présent congrès revêt une signification profonde. Il augure d'un formidable rayonnement théologique de l'islam tel que pratiqué de tout temps dans notre cher pays. Pourquoi mérite-t-il respect et considération? Le thème même de ce congrès, ainsi que tous les slogans de banderoles ici affichés, l'attestent. Nous allons d'abord présenter notre rapport d'activité et suivra le rapport financier. Et enfin, le rapport de certification des commissaires aux comptes. Et à la suite de cela, lorsque ces travaux seront présentés, discutés, adoptés, nous allons passer à l'examen des textes qui fondent notre association, à savoir les statuts, le règlement intérieur. Et puis, il y aura deux autres commissions de travail. Depuis sa création, l'Imama a beaucoup fait pour la promotion de l'islam. Ces dernières années, les cadres de cette association ont été formés en la matière. L'Imama mobilise ses membres pour apporter sa touche aux efforts que déploie la nation afin de lutter contre la maladie à virus Ebola. Forum des directeurs de la presse du Mali, Abdoulaye Makalou, est le nouveau secrétaire général de la toute nouvelle commission Vérité, Justice et Réconciliation. Les missions de la dite commission, son ancrage institutionnel, sa composition étaient au centre des échanges avec la presse. Reportage à Lousséni Touré. Mise en place en juin 2014 par un décret pris en Conseil des ministres, la commission Vérité, Justice et Réconciliation remplace l'ancienne commission Dialogue et Réconciliation. Durant son mandat de 3 ans, la commission s'évertira à recenser les victimes d'une part et leurs bourreaux supposés d'autre part. Objectif,
œuvrer dans le cadre d'une justice transitionnelle à faire reconnaître les torts, à sanctionner, à indemniser les uns et les autres. La loi prévoit qu'il y ait 15 commissaires et il y aura 7 groupes de travail. Maintenant, dans les 7 groupes de travail, vous allez vous rendre compte qu'il y aura des groupes qui vont être chargés de faire des investigations sur les violations graves des droits de l'homme. Il y aura un groupe qui va faire dans le même sens dans les investigations sur les violations graves des droits de l'homme, même, mais en mettant l'accent sur le genre, sur les femmes. Et il y a un groupe de travail qui va être chargé, par exemple, de faciliter le retour des réfugiés et leur réinsertion socio-économique. Il y a un groupe de travail qui va faire en sorte qu'il y ait une reprise de la confiance entre les populations à travers les rencontres intra ou même communautaires. Et il y a un autre groupe aussi qui va faire en sorte que les populations puissent avoir leurs besoins dans les rapports finaux. Selon le texte qu'il a créé, la commission est placée sous la tutelle du ministère en charge de la réconciliation et du développement des régions du Nord, ce qui a fait dire aux uns et aux autres que la commission n'a pas une assise institutionnelle la permettant de relever les défis à lui assigner. Sur ce sujet, l'orateur du jour botte en touche. Le président de la commission ne reçoit pas d'instruction d'aucune autorité, de qui que ce soit. Et il y a, dans les décrets d'application de la loi, il y a un décret, le premier article, qui dit que la commission est placée auprès du ministère de la Réconciliation nationale. Mais je me disais tout de suite que tout cela va dépendre de la nomination des futurs commissaires et du rôle qu'on va donner à tout un chacun, c'est-à-dire la synergie qui doit se faire entre la commission et le ministère. Mais si vous voyez ne serait-ce que les notions de vérité et de justice, vous allez vous rendre compte qu'il peut y avoir chevauchement même entre la commission et le ministère de la Justice, alors que la commission n'a pas pour vocation de rendre justice. En attendant la nomination des 15 commissaires, le secrétaire général et une dizaine de personnes travaillent à préparer le terrain pour un démarrage imminent. Activité syndicale maintenant, la section syndicale des domaines et du cadastre vient de lever son mot d'ordre de grève, une grève qui était prévue pour demain, lundi 22 décembre. Suivons à ce sujet une déclaration lue ici par le secrétaire général de cette section syndicale, propos recueillis par Al-Husseini Touré. Communiqué de la section syndicale des domaines et du cadastre. Nous, membres de la section syndicale des domaines et du cadastre, vu les travaux de la commission de conciliation mise en place par le ministre du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions, dans le cadre de la gestion du préavis de grève du 1er décembre 2014. Considérant l'accord intervenu entre la section syndicale des domaines et du cadastre et la partie gouvernementale sur les points inscrits dans le préavis, déclarons ce jour, samedi 20 décembre 2014, que notre mot d'ordre de grève illimité prévu pour le lundi 22 décembre 2014 est levé. Nous invitons par conséquent toutes les militantes et tous les militants à reprendre le travail dès le lundi 22 décembre 2014 à partir de 7h30 minutes. Nous exprimons notre profonde et sincère gratitude aux membres de la commission de conciliation qui n'ont ménagé aucun effort pour un meilleur dénouement du présent préavis de grève. Salutations militantes, action, unité, solidarité. Bamako, le 20 décembre 2014, le secrétaire général Lassina Djourté. Les travaux de la 47e session du Conseil d'administration de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali viennent de prendre fin. Cette session a permis aux administrateurs de faire le point de la mise en œuvre des recommandations de la 46e session et d'adopter le rapport d'activité 2014. Reportage Abdraman Maïga. Informer et sensibiliser les acteurs de la Chambre régionale d'agriculture et des organisations paysannes, c'est l'acte uniforme de l'organisation pour l'OADA et élaborer un plan d'action pour assurer la durabilité de la pêche artisanale. Telles sont entre autres recommandations issues de cette 47e session. Cette rencontre de 48 heures a permis aux administrateurs de discuter sur un certain nombre de sujets constituant des préoccupations pour les chambres régionales d'agriculture, comme par exemple la formation des acteurs locaux sur l'insémination artificielle ou encore la prise en compte des activités de Tombouctou, de Gao et Kidal par le projet d'appui à l'amélioration de la productivité agricole. Le PAPAM était commencé même dans la zone du Nord. Si on est ensemble et que nous qui sommes à côté, on n'a pas de problème, le projet est en train de travailler là-bas. Et l'autre côté, au même pays, qu'il n'y a pas de projet là-bas, ça fait mal un peu en tant que premier responsable. Si on est ensemble, il faut qu'on partage le gâteau ensemble.
Cette 47e session a également permis aux participants de faire la mise en œuvre des recommandations de la 46e session, d'adopter le rapport d'activité 2014 avant de suivre des communications sur le projet d'appui à l'amélioration de la productivité agricole et le projet relatif à la bonne gouvernance en zone cotonnière. Le ministère du Développement rural et le ministère de l'Environnement, l'eau et l'assainissement ne ménageront aucun effort pour accompagner l'APECAM dans la mise en œuvre de ces recommandations. La rencontre a également été mise à profit pour faire un aperçu général sur la campagne agricole 2013-2014. De l'analyse de la situation, le Mali attend cette année une production de 6,5 millions de tonnes de céréales et 550 000 tonnes de coton graines. Troisième réunion du comité de pilotage du projet promotion de la production et l'utilisation de l'huile de jatropha comme biocarburant durable au Mali. Il ressort de la réunion que le projet a exécuté un plan de travail ambitieux au cours de l'année qui s'est écoulée. Ainsi, près de 2000 hectares de pourguerre ont été réalisés, soit 3 millions de plants produits. Compte rendu d'Aouda Sidiki Diarra. Les travaux de la troisième réunion du comité de pilotage du projet Jatropha Mali portent essentiellement sur les rapports et le bilan des activités réalisées en 2013 par ce projet. Au cours de l'année 2014, la synergie d'action entre producteurs, industriels ainsi que les partenaires sociaux et les services techniques de la filière biocarburant a permis au projet d'atteindre des résultats probants. À la faveur de cette synergie entre les acteurs, les superficies plantées jatropha ont connu une croissance constante, passant de 500 hectares en 2013 à 2000 hectares en 2014, dont 80% en culture associée avec des céréales et des cultures basses, et le reste en haies vives et en culture pure. Cependant, l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Pendant la mise en œuvre de ces activités, le projet a rencontré beaucoup de difficultés. Certainement, tous ces problèmes trouveront leur solution au sortir de cette troisième réunion du comité de pilotage. L'année 2015 est pour le projet une année charnière, car les conclusions du rapport d'évaluation à mi-parcours en cours de démarrage devront être prises en compte. Il s'agira également de renforcer les actions en cours, poser les jalons d'une réelle internalisation du projet au niveau des zones d'intervention, tout en renforçant le volet mobilisation des ressources et la recherche de partenariats stratégiques. Ce projet est le fruit d'un partenariat dynamique entre le gouvernement du Mali à travers le ministère de l'Énergie, le Fonds pour l'environnement mondial et le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Assemblée générale mi-mandat du bureau exécutif du Conseil national du bureau de placement, paiement et entreprise de travail temporaire qui vient de se tenir. Le Conseil entend accompagner les pouvoirs publics dans l'atteinte de l'objectif 2000 emplois à l'horizon 2017. Cependant, le bureau de placement déplore la concurrence déloyale sur le terrain. Moïse Traoré nous en parle. Le Conseil national des bureaux de placement payants et entreprises de travail temporaire, CONABEM, entend accompagner les pouvoirs publics dans l'atteinte des objectifs de 200 000 emplois à l'horizon 2017. Le mandat de 4 ans du bureau exécutif prenant fin en 2015, l'engagement est réaffirmé au cours de l'Assemblée générale annuelle. Les conclusions essentiellement consistent à renforcer les acquis, déjà que nous avons pu engagé jusque-là. Ensuite, on nous demande de nouer davantage le partenariat heureux qui existe entre nous et les services publics, principalement l'ANPE, le FAPA et l'APEJ pour le bonheur de l'emploi dans ce pays-là. La cinquantaine de bureaux de placement déplore la concurrence déloyale qui leur est faite, les tracasseries financières et administratives et les interventions abusives de certains agents de l'État. Toutefois, l'activité principale consistera à finaliser le protocole d'accord qui a été déjà préparé, et à finaliser ce protocole d'accord et à le signer entre le CONABEM et l'ANPE. À ce niveau, il y a beaucoup de préoccupations des bureaux privés de placement d'entreprises de travail temporaire qui seront prises en compte. Gage de bonne gouvernance. En 7 ans d'existence, le CONABEM a organisé autant d'assemblées générales statutaires et 3 renouvellements de bureaux exécutifs.
65 millions de francs CFA, c'est l'investissement consenti par le Conseil régional de Tombouctou pour la construction d'un complexe de restaurants et salles de conférences financé par le gouvernement de la République du Mali à travers l'Agence nationale d'investissement des collectivités ANICT. Cet ouvrage sera un lieu d'attraction et d'échange pour la région de Tombouctou. Compte rendu Yaya Tantina. C'est une unité de production et de transformation. Cet imposant bâtiment en plein cœur du quartier administratif de Tombouctou. Elle est le fruit du conseil régional financé par le gouvernement malien à travers l'Agence nationale des collectivités territoriales. Nous avons choisi en 2013 deux projets que nous avons financés. Ce complexe-là et puis une unité de mise en eau minérale. Et donc ça c'est le premier projet réalisé dans le cadre du développement économique régional, financé à hauteur de 65 millions de francs CFA. C'est un complexe restaurant moderne, salle de réunion, qui a été réalisé sur les ressources d'INDER qui sont exécutées au niveau du conseil régional. C'est un fonds qui est destiné à l'appui au développement économique régional et il finance spécialement les projets d'intérêt économique PIE. Et l'objectif recherché, c'est la création de l'emploi, la production, la transformation et la distribution. C'est un restaurant doté d'une salle de conférence de 80 places, avec des appareils de sonorisation mieux conçus pour les grandes projections. Les autorités régionales se réjouissent du confort et de la qualité qui n'ont souffert d'aucune réserve du bailleur grâce à l'expertise d'une entreprise locale EMC. Cette initiative du Conseil régional est bien sûr en accord avec le gouvernement. C'est à saluer à plusieurs titres. D'abord par le fait que la région commence à se relever de la crise et qui font que réellement il y a des difficultés de salles de conférences ou des salles d'attraction. Le Conseil régional de Tombouctou prouve à travers cet investissement que le développement passe par les initiatives locales suivies de l'accompagnement des autres. En 5e région, le Conseil régional de la jeunesse vient de bénéficier d'un lot de matériel d'assainissement offert par le Premier ministre Moussa Mara. La cérémonie de remise a été présidée par le gouverneur de région. Reportage Yacouba Maïga. 50 brouettes, 50 pioches, 50 paires de bottes, 50 paires de gants, 100 protège-nez, 50 fourches, 50 pelles, 50 balais ordinaires et 50 râteaux. Voilà ce qui constitue le lot de matériel d'assainissement gracieusement offert à la jeunesse de Mopti par le Premier ministre. Ce don fait suite à une requête adressée au chef du gouvernement par le Conseil régional de la jeunesse de Mopti qui entend désormais prendre sa part dans l'amélioration du cadre de vie des populations en instaurant des journées citoyennes d'assainissement. Mopti est toujours pointé du doigt comme l'une des villes les plus sales du Mali. C'est fort de ce constat que le Conseil régional des jeunes a sollicité l'appui des plus hautes autorités du Mali dans le sens du renforcement de notre capacité et la motivation afin de rendre notre cadre de vie plus aéré. Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement, en vous envoyant cette aide, je vais vous inviter à jouer votre rôle dans la gestion et l'amélioration des conditions de vie des populations. Il s'agit de prouver notre capacité à agir et nous mettre au devant de la construction nationale, car l'assainissement est citoyen et votre œuvre comprise permettra d'installer chez les populations la culture d'un cadre de vie sain et propre. Le chef de l'exécutif régional a saisi cette occasion pour inviter le conseil communal, avec l'aide des partenaires, à accompagner cette action citoyenne enclenchée par la jeunesse en vue de redonner à la ville de Mopti son lustre d'antan. Culture à présent, la 8e édition de Festkori rend un hommage à notre collègue Maurice Soumano pour son engagement sans faille au service de la culture du terroir. Journaliste, animateur à l'ORTM, Maurice Soumano a pu faire découvrir le Mali profond à l'ensemble de la population, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, à travers son émission Terroir. Déclaré citoyen d'honneur de Sibi, Maurice Soumano a reçu les honneurs du monde de la culture. Retour sur cette cérémonie d'hommage à un passionné du terroir avec notre envoyé spécial Magamfin Konate. Le choix de Sibi pour abriter le Festkori est venu d'un homme, trésor humain vivant, défenseur infatigable de la promotion des musiques du terroir. Maurice Soumano a su guider les pas de Mandou Yatara, promoteur du Festkori qui avait pourtant opté pour Bamako pour abriter son festival.
Aujourd'hui, c'est le Mandin tout entier qui rend hommage au dévouement d'un homme qui a dédié sa vie à la promotion du Mali authentique. Il n'y avait pas de mots assez forts pour saluer les efforts de l'homme. Des voix plus autorisées se sont tout de même pliées à la tradition. Nous lui rendons ici et maintenant un vibrant hommage et nous nous soulevons au rang de citoyen d'honneur de Sibi. Maurice Soumano aura incarné à lui seul le combat de notre culture face à la modernité galopante de nos terroirs. Il nous aura fait découvrir les secrets de nos traditions en sillonnant le terroir. Qu'il me soit ici permis, à mon nom propre, au nom de mes collègues, Madame le ministre de l'Artisanat et du Tourisme, de Monsieur le ministre porte-parole du gouvernement et de tout le gouvernement du Mali, de lui rendre hommage pour son combat constant d'user de la télévision et de la communication pour nous lier à notre culture. Ces honneurs sont pour l'homme la meilleure récompense, la reconnaissance de ceux à qui il a dédié sa carrière mais aussi toute sa vie. Le Radio Mali à l'ORTM Long s'est exclusivement consacré au monde rural. C'est avec beaucoup d'humilité que le griot des temps modernes a accepté le trophée symbolique à lui décerné par le peuple du Mandé. Ou mieux que Sibi aurait pu accueillir une telle cérémonie. Sibi ou Dor ici ce soir, terre de Kamandjan Kamara d'où tout serait parti. Très affable, véritable haranguère profondément enraciné dans les méandres de nos traditions, Maurice Soumano s'est non sans peine laissé encenser aujourd'hui sous le regard admiratif des parents, des collaborateurs, des admirateurs et des chasseurs, ses amis venus l'aduler. Maurice Soumano, une mémoire vivante de notre culture. Autre grand titre de cette édition, la ville de Sikasso affiche un look de grande agglomération en plein essor architectural et démographique. Cette cité renferme aussi une partie intéressante de l'histoire de notre pays. C'est ce qui justifie la présence de beaucoup de sites touristiques qui sont aujourd'hui menacés puisque peu entretenus. Le dossier culture de ce soir nous fait visiter le patrimoine culturel en péril dans la commune urbaine de Sikasso. Djeli Maganjabate, Cheikh Oumar Sangaré, dossier signé. Avec ces sites historiques, la cité verte du Kénédougou renferme un pan important de l'histoire du Mali. Au quartier Kabouila 1 se dresse encore la résidence de Keletiki Berté, un chef de guerre réputé dans le Kénédougou. Non loin de là, le mausolée du roi Tcheba Traoré. Deux autres se trouvent au quartier Bankoni. D'abord, la colline sur laquelle se trouvait Almami Samori Touré lors du siège de Sikasso entre mai 1887 et août 1888. Ensuite, celle où était son chef de guerre, Nankama Fali Kamara. Les stèles de ces deux personnages sont dressées sur les hauteurs de ces collines. Si le royaume du Kénédougou a résisté aux assauts des troupes d'Almami Samori Touré, il tombe face à l'armée coloniale le 1er mai 1898. Une des traces de l'assaut final de la guerre d'occupation et de l'aspiration à l'indépendance des populations du Kénédougou reste la fosse commune. Située actuellement au quartier administratif, ce lieu renferme certes un souvenir douloureux, mais fait quand même partie de notre passé. Plus de 6000 cadavres qui ont été ensevelis ensemble dans une même fosse après la conquête du Kénédougou, parce que n'oubliez pas que ça a été l'une des catastrophes humaines les plus mémorables de l'histoire du Soudan occidental. Alors on a enterré tout le monde, hommes, femmes, enfants, ensemble. D'autres monuments sont joliment dressés à travers la ville, comme celui dédié à Madame Campo Ndate Anna Diop, l'emblème, la femme accueillante, le festival Triangle du Balafon et celui du paysan noir.
À cela s'ajoute le célèbre mur de protection de 6 mètres de largeur à la base et de 6 mètres de hauteur par endroit. Le Tata ici est classé comme patrimoine national depuis 2009. Le Mamelon est classé comme site associé au Tata. La fosse commune est classée comme site associé au Tata et les 2 collines sont aussi des éléments associés au Tata. Ça veut dire qu'il y a des dispositions légales qui sont prises pour pouvoir préserver ces sites historiques et culturels de la région de Sikasso. Pourtant, le Tata est aujourd'hui dans une situation lamentable. Vous voyez déjà par rapport à la salubrité des tas d'immondices qui sont sur les murs du Tata. Et il y a beaucoup d'occupations anarchiques le long du Tata. Des 9 km 500 que le Tata mesurait, il ne reste plus qu'à peu près 4 km. À l'image du Tata, plusieurs autres biens culturels de la ville de Sikasso sont dans une situation préoccupante. Affichage sur les monuments, très difficile accès aux sites qui sont d'ailleurs très mal assainis. Pire, on assiste à des occupations illicites des sites de certains patrimoines. Qui est responsable de ces spectacles? On découvre comme tout le monde et c'est après qu'on va faire on entreprend des démarches auprès de la mairie et auprès de l'urbanisme. Quand c'est propre, c'est sûr que les gens vont venir voir. Mais quand c'est sale, ça n'attire pas du tout les gens. La mairie est de fait responsable parce que la sauvegarde de ces sites culturels, ça incombe à la mairie. Mais comme vous le savez, avec l'incivisme qui existe et puis avec l'incompréhension entre les services de l'État, bon, vous savez, la commune en tant que telle, une structure politique, ne peut pas faire la répression. En tout état de cause, la responsabilité de chacun et de tous est engagée pour protéger et promouvoir ces patrimoines. Un patrimoine qui a souvent coûté des fortunes à l'État et à ses partenaires et qui fait partie de notre glorieuse histoire. Sport, football, championnat national de Ligue 1, première journée. La 3e journée s'est poursuivie hier par 2 rencontres au stade de Mamadou Konaté. L'AS Police s'est imposée 2-0 devant le Nyanya de Koulikoro et victoire 1-0 du CSK face au Djoliba AC. Le point de ces 2 rencontres avec Al-Jumatina. Décidément, le centre Salif Keita est la bête noire du Djoliba Athletic Club. Euphorique en ses débuts de championnat, 2 victoires en 2 sorties, les Rouges de Bamako sont stoppés par une voyante équipe du CSK. Les Boys solidaires et conquérants ont fait douter le Djoliba AC avant de passer à la vitesse supérieure en deuxième période. Impuissants dans tous les compartiments, les Rouges de Bamako finiront par baisser pavillon à la 68e minute. Le latéral droit centriste Mohamed Farouta à la conclusion d'un joli mouvement collectif crucifie le portier djolibiste Adama Keita. 1-0 score final. Vu notre position au championnat et vu la saison précédente face au Djoliba, il fallait renouer avec la victoire encore parce que par rapport au dernier match, on avait fait une victoire et il fallait qu'on continue sur cette entente pour pouvoir atteindre nos objectifs pour cette année. On n'a pas joué notre foot. Aujourd'hui, il n'y avait pas de mouvement dans l'équipe. Je ne sais pas pourquoi, mais aucune idée. Mais et une erreur défensive et on reçoit un goal en contre. Ouais. Beaucoup plus, on ne peut pas dire, on n'a pas bien joué, pas c'est tout. Grâce à cette victoire, le CSK est désormais à égalité du Djoliba Athletic Club, 6 points chacun. Ayant raté l'occasion de s'emparer de la tête de la Ligue 1, la formation de Hermakono se doit de se remettre en cause avant le derby de la capitale prévu le dimanche prochain. La seconde rencontre de la journée a vu le triomphe de l'AS Police 2-0 sur le Nyana de Koulikoro. Les policiers en jaune ont fait preuve de réalisme dans cette partie. Dès la 17e minute, Daouda Doumbia sur coup franc donne l'avantage à l'AS Police. Et Boubacar Konaté à la 55e minute parachève le succès des porteurs d'uniforme qui enregistrent ainsi leur première victoire de la saison. L'AS Police avec 4 points est désormais dans la première partie du tableau. Le Nyana, lui, n'a plus gagné depuis la première journée.
Voilà, donc c'était là le championnat national de Ligue 1. Pour être tout à fait complet, le stade malien de Bamako devient leader du championnat avec 7 points à l'issue de cette troisième journée après sa victoire 4-0 cet après-midi face au Savannah de Mopti. Il est suivi du COB qui compte 7 points également. Les 11 créateurs et l'ISFAS ont fait match nul, 0 but. Et partout, l'AS Bakaridja et l'AS Real se sont séparés sur le score d'un but partout. Cette annonce avant de nous quitter, régionalisation, quelle nouvelle opportunité pour un développement équilibré du territoire national. C'est le titre de question d'actualité de ce soir, une émission dirigée par Sey Mariam Traoré. Question d'actualité, c'est aux environs de 21h30 après cette édition. C'est donc la fin de ce journal. Au nom de l'ensemble de la rédaction, merci de votre aimable attention. Autre rendez-vous avec l'actualité demain 10h-13h, une présentation de Khadija Toukone, et pour les éditions du soir, retrouvez Nyanya Aliou Traoré. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.